bonnes les chips? Julien, tu pourrais montrer l'exemple? Mais c'est bien, tu manges une tomate, c'est bien, c'est bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Paris. Voilà, un peu d'engouement. On va attendre que tout le monde s'installe. Même les alcoolos. Bonsoir à tous. Nous, c'est Soyez les Benjamins. On reconnaît quelques visages qui nous sont familiers. Peut-être que certains ne nous connaissent pas encore. Eh ben, on va remédier à ça ce soir. Donc, Soyez les Benjamins, les secrets de l'IMO. Alors, avant de rentrer dans le détail sur qui on est, ce qu'on fait, on voulait tout d'abord déjà vous remercier d'être là ce soir, aussi nombreux. Remercier également le Cercle des investisseurs d'avoir organisé cet événement. On avait commencé il y a quelques mois, quelques années, on était un très petit comité. On voit qu'aujourd'hui ce cercle va prendre ampleur et bravo à eux et pour cette organisation qui est du coup pas très mal, bien localisée dans une bonne scène même s'il fait un peu chaud. Fin de journée, je sens que ça commence un peu à piquer du nez. On va réveiller tout ça. Alors, avant de commencer, on voulait s'excuser parce qu'on n'est pas arrivé dès le début, et dès ce matin non plus. On était chez le notaire cet après-midi, à Laon, qui est une très belle ville, mais qui est un peu, elle est belle, hein, mais un peu morte. Voilà, mais justement, c'est exactement là où on voulait en venir. C'est que, donc on était à Laon parce que le notaire du vendeur était à Laon. Et effectivement, c'est une ville où on peut facilement avoir pas mal de renta, 12, 14, voire plus. Sauf qu'il n'y a pas de demande locative. Donc, sur le papier, on peut avoir une renta formidable, mais dans les poches, c'est moins bon. Donc il faut bien se méfier de ça. Les rentas sur le papier, c'est bien, sur Internet. Dans la vraie vie, c'est autre chose. Du coup, on parle de renta, les investisseurs aiment ce mot, renta, ils aiment encore un autre mot qui est le cash flow. L'idée, ça va être de définir ça parce que personne ne parle de la même chose. Les rentas à 12-14%, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous calculez votre renta? Le cash flow, c'est pareil. On parle de cash flow pour un investissement, oui, mais est-ce qu'il est automatisé? Est-ce qu'on s'occupe de la gestion? Est-ce qu'on ne prend pas de garantie de loyer impayé? Tout ça, c'est un modèle qui s'étudie dans le détail et qui se calcule. Et comme les modes de calcul sont différents, il faut vraiment comprendre à quoi servent ces indicateurs avant de pouvoir en parler et de dévoiler les chiffres, nos propres chiffres, au plus grand nombre. Et d'ailleurs, en parlant de renta, pourquoi on calcule une renta? Est-ce qu'il y a une réponse dans la salle? Excellent. Ah, trop tard, la bonne réponse est mieux. Il aura la carte en premier. Donc effectivement, la rentabilité, ça sert à une seule chose, c'est comparer des biens entre eux. Donc il faut avoir une formule qui permet de faire ça. Parce qu'on ne peut pas comparer des pommes et des bananes. Alors, un indicateur de comparaison effectivement entre projets, et on parle souvent de renta brute. Ouais. Ah bah c'est renta, je peux. Non, mais juste après. Ah ouais. Renta brute et renta nette. Alors la renta brute déjà, si c'est fait pour comparer, il faut qu'on puisse mettre effectivement tous les ingrédients pour comparer des biens. Notamment là, dans la formule de renta brute, ce qu'on a pris au numérateur. Donc c'est les loyers mensuels x 12, jusqu'à là tout va bien, tout le monde prend ça. Par contre, ce que certaines personnes oublient de retrancher à ses revenus, c'est la taxe foncière. Alors pourquoi est-ce qu'il faut retrancher la taxe foncière, même dans le calcul de la renta brute? Ça change de village. Exactement. On a constaté, alors, entre Paris où c'est 2 semaines de loyer, la taxe foncière représente 2 semaines de loyer, à certaines villes, notamment dans le nord de la France, qui sont un peu plus pauvres, un peu plus sinistrées économiquement, on peut atteindre 2 mois, voire 2 mois et demi de loyer. Si on ne prend pas ça en compte et qu'on ne prend que les loyers, on se rend bien compte qu'on peut avoir des rentabilités qui sont complètement différentes, ou alors 2 biens qui ont la même rentabilité, mais qui au final n'ont pas du tout la même performance économique. Ça, c'est très important de le savoir. Certains investisseurs le savent, la majorité, malheureusement, quand on communique en termes de rentabilité, se focus sur le chiffre et pas sur la formule qu'il y a derrière. Et moi, je vais poser une question directement. Mais comment on fait pour avoir la taxe foncière? Ah, c'est une bonne question, ça. On la demande. Et s'il n'a pas la réponse? Bah, pas forcément, malheureusement. Direction des impôts. Ouais, exactement. On peut se renseigner auprès des impôts.
Ou alors, quand on est un petit peu expert sur les villes, et on a des ratios par mètre carré, et donc on arrive à avoir des estimations qui sont très justes. Alors une question sur la taxe foncière, à partir du moment où on nous la donne, si on estime qu'elle est un peu surévaluée, est-ce que vous pensez qu'on peut la modifier? Oui. Et comment? On demande. Effectivement, la taxe foncière, on peut demander à modifier la taxe foncière si on estime qu'elle est surestimée. Par contre, revers de la médaille, C'est à double tranchant. si on redemande une estimation, elle peut aller dans les deux sens. À vous de mesurer le risque. Voilà. Si on veut des sous, il faut prendre des risques. Au dénominateur de la renta brute, là encore, les formules sont différentes. Nous, on prend systématiquement le budget total d'acquisition, et non pas juste le prix net vendeur. Le budget total d'acquisition, c'est quoi? C'est le prix net vendeur, c'est les frais d'agence, c'est les travaux, c'est les différents frais qu'on a, des frais de courtier, si vous passez par des courtiers ou autres. C'est en prenant l'ensemble de ce que vous allez dépenser que vous allez vraiment pouvoir calculer la vraie rentabilité. Sinon, ça n'a pas de sens de calculer uniquement sur un prix net vendeur ou sur un prix FAI. Parce qu'il y a du coup deux biens, l'un où il va y avoir 100 000 € de travaux et l'autre où il n'y a pas de travaux, vont avoir la même rentabilité alors que ce n'est pas du tout la même chose. Même dans une renta brute, plus on met d'éléments, plus la comparaison est pertinente. Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Une fois qu'on a la renta brute, derrière, on nous demande la renta nette. La renta nette, c'est quoi? C'est exactement la même formule que la renta brute, c'est juste qu'on va venir retrancher de nos revenus les différentes charges qu'on va avoir. Donc les charges de gestion locative, si on délègue la gestion locative, de l'assurance ILO, de l'assurance loyer impayé, des différentes charges qu'on va devoir dépenser tous les mois. Et c'est à ce moment-là qu'on obtient la rentabilité nette. À différencier avec la rentabilité nette après impôt, que certains appellent rentabilité nette, voire net. Ils rajoutent des nets à volonté. Mais Plus c'est net, moins il y en a. Et la rentabilité nette après impôt, elle, on ne peut pas la calculer sur le bien. Ça va dépendre de l'investisseur. Ça dépend du véhicule d'investissement qu'il choisit. La rentabilité nette après impôt, si on l'achète en propre, en U, en LMNP, en SCI à l'IS, c'est des rentabilités nettes qui seront différentes. Donc ça ne sert à rien de calculer ça juste pour comparer les biens. Parce que derrière, si on achète un bien en LMNP parce qu'on peut le mettre en LMNP, parce que la tension locative sur place s'y prête, parce qu'on peut le louer en meublé, versus un immeuble où dans le lieu on peut louer qu'en U, on n'aura pas le même véhicule d'investissement, donc on n'aura pas la même renta nette après impôt. Donc, la fiscalité, c'est un truc que vous maîtrisez vous. C'est vous qui avez tous les leviers pour décider est-ce que je fais une SCI LIS, à l'IR, du meublé, du nu, etc. Ça, c'est votre levier d'action. Donc, ça sert à rien de la calculer dans une renta au début. Est-ce que jusque-là, c'est clair, la rentabilité? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que des personnes utilisent des formules différentes? Et si oui, pourquoi? Je serais bien curieux de savoir. Tu peux rappeler ce que tu prends comme charge pour l'enregistrement? Alors ça dépend de tes charges d'exploitation pour le coup. Si tu délègues la gestion, on inclut la gestion. Si tu prends les différentes assurances, PNO, garantie loyer impayé, on la met également. Si ton bien, tu as payé une contribution au revenu locatif dessus, on le met également. Ça va être l'ensemble de tes charges, de ce que tu vas devoir débourser tous les mois pour la gestion de ton bien. Tout. Les charges de copro et... La vacance locative, pardon, on la prend ici en compte, c'est-à-dire qu'on pondère les loyers. La vacance locative moyenne en France, c'est 8%. Après, fonction de ce que tu fais, tu te débrouilles. Ça dépend de la ville, ça dépend de l'emplacement dans la ville, ça va dépendre du niveau de prestation que vous allez mettre dans votre bien pour la mise en location. Tout ça va jouer sur la vacance que vous allez avoir. Effectivement, on me souffle un peu à l'oreillette. Dans les charges là, alors nous, on est spécialisé dans les immeubles, donc on achète des immeubles complets. Il y a évidemment les frais d'entretien, femme de ménage qui vient nettoyer les parties communes, etc. Donc renta, pas trop de questions. Je sens que la prochaine slide, il y aura beaucoup plus de questions. Si, j'ai une question. Ah, je reviens. Quels sont vos rentas en moyenne? Alors ça pour le coup, je vais kicker un peu la question de côté parce qu'on y reviendra après sur une autre slide. Parce qu'une renta moyenne, ça ne veut rien dire. En fait, ce qu'il faut associer, c'est une bonne question parce que ça me permet d'aborder un point. Une rentabilité en tant que telle,
c'est bien pour comparer des projets, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre pour atteindre cette rentabilité. Demain, je te propose 2 biens qui ont 8%. Lequel tu choisis? Tu vas me dire, ah, bah, c'est les mêmes, je prends n'importe lequel des deux. Non. Il y en a un qui est à Paris et l'autre qui est à Lens. Tu prends lequel maintenant? Bonne réponse. J'achète celui de Paris. À 8% aussi. C'est pas vraiment une rentabilité, mais ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pour évaluer la taxe foncière. Ils se déplacent pour venir voir le bien ou ça se passe comment en fait? Non. Ils font une moyenne avec les prix du quartier. Et voilà. Ils ont des indices et ils appliquent bêtement. Sur la surface habitable, c'est ça? Exactement. La valeur locative en fait des biens. C'est surface habitable, valeur locative et il y a d'autres indicateurs aussi, les commerces à proximité, le dynamisme. Voilà. C'est une formule qui est assez compliquée et qui communique pas en plus. Ah, il y a le mot magique. On en parlait, Le cash flow. on l'a mis en rose, c'était pour les filles. Alors, le cash flow, on l'a mis. On n'a pas voulu mettre une slide qu'avec Voilà, le cash ça y flow. est. Ça y est. Oh là là, sexiste. Oh là là. On l'a mis en rose. Hein. Couleur cash flow. Je vais attirer l'œil. On n'a pas voulu faire une slide uniquement sur le cash flow, on a voulu mettre capitalisation et cash flow. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée pourquoi est-ce qu'on associe ces deux mots-là? Alors qu'ils sont très peu associés dans la vie réelle. C'est l'enrichissement de la capitalisation. Exactement. Il a dit c'est l'enrichissement. Exactement. Ce que tout investisseur cherche, c'est de l'enrichissement, a priori. On entend partout parler de cash flow, de cash flow. Le cash flow, c'est bien, mais c'est la partie immergée de l'iceberg. En fait, quand on regarde le petit camembert, qui est parfaitement réalisé en 3D, on a 87% de capitalisation pour 13% de cash flow environ. Ça, c'est un bon investissement. C'est comme ça qu'il se répartit. Donc 87% de l'enrichissement, c'est à travers la capitalisation, c'est-à-dire à travers le levier financier de l'emprunt. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la capitalisation? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ne savent pas ce que c'est que la capitalisation? Bravo, courageuse. La capitalisation, lorsque tu achètes un bien qui s'autofinance, d'accord? C'est-à-dire que tes loyers vont compenser les différentes charges que tu vas avoir. Tous les mois, tu rembourses à ta banque une partie de capital et une partie d'intérêt. La partie de capital, c'est ton enrichissement en pierre qui est remboursé par tes locataires. Donc ça, c'est de la richesse que tu acquiers grâce à tes locataires qui vont venir rembourser la partie de capital à la banque qui t'enrichit toi-même. C'est-à-dire qu'à la fin de ta durée de remboursement de prêt, l'intégralité du capital t'appartient et tu n'auras pas mis 1 euro de ta poche. Et donc ça, c'est ça qui représente 87% de ton enrichissement total in fine, versus le cash flow qui lui ne représentera que 13% de l'ensemble de ton enrichissement. Alors le cash flow, alors oui, C'est ce qui reste à la fin tous les mois, le cash flow. c'est tes revenus moins l'ensemble de tes charges, ce qui te reste dans la poche. Merci. Répétez. Soit vous passez un niveau aux personnes qui posent des questions, soit vous répétez leurs questions pour la caméra. Mais bon, actuellement, il y en a qui ne suivent pas. Ouais, il n'y a plus de piles apparemment. Non, de façon générale, Ok, ça Il y va. a une question dans le fond? Alors ça, Attends, répète la question. Ah oui, Donc, il a dit, s'il y a un financement total de l'opération, frais de notaire, etc., au début, il n'y a pas de capitalisation. que représentent les frais de notaire? Non mais que représentent en pourcentage les frais de notaire sur une acquisition? 7,5 là. 7,5%. Donc tout le reste, c'est de la capi. Mais les travaux, C'est de l'enrichissement. Les travaux, ça valorise le bien, donc ça te revient au final. tout le reste, c'est de la capitalisation. Sauf quand tu es dans un marché qui corrige. Ah ben, la capitalisation, c'est de la capitalisation. C'est de l'argent que tu rembourses à la banque, mais qui te revient. Oui, mais si ta valeur. Effectivement, si tu ta as un... chute, tu te retrouves avec un Bah, moins ça- d'argent. moins de valeur, mais c'est toujours de la valeur. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça veut dire CRL? C'est-à-dire contribution au revenu locatif. C'est quand tu es en société, tu dois payer ça, c'est 2,5% tous les mois. Enfin, c'est annuel, mais... Ouais, c'est un petit cadeau encore de Bercy.
Alors on y arrive sur ce fameux cash flow. Comment est-ce qu'on le calcule? Et il est beau quand même, hein. Ouais, pas grave. C'est beau. Bah, Je me suis donné du mal quand même. L'immeuble. Ouais, je lui ai refait faire des cours de graphisme là. Du coup, sur ce que c'est qu'un bon investissement, comment nous on l'a modélisé en termes de cash flow. Il faut savoir que là, ce qu'on a modélisé, c'est le loyer total que génère un immeuble. C'est-à-dire un immeuble là qui est représenté là, c'est 100% de loyer. 100% de ce que va rapporter cet immeuble. Et voilà comment ça se décompose. Donc sur l'ensemble des loyers, la mensualité doit représenter environ 60% des loyers. Des loyers hors charge. C'est 100% des loyers hors charge. Donc pourquoi 60%? Parce que Pourquoi si c'est plus, on commence à perdre. Pas nécessairement, ça dépend après comment tu le gères. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le fameux 70%. À ne pas dépasser. Pourquoi ne pas dépasser 70%? Tout simplement parce que si on dépasse les 70%, vu que la banque ne considère que 70% des revenus locatifs, si on dépasse ces 70%-là, on est impacté négativement sur notre capacité d'emprunt pour un futur investissement. Je vois des sourcils qui se froncent, ça ne doit pas être clair pour tout le monde. 70%, c'est 70% des loyers, en fait la mensualité, ce qu'on rembourse à la banque, ça ne va pas dépasser 70% des loyers qu'on perçoit. Donc si on perçoit 1 000 € de loyer, il ne faut pas que la mensualité soit supérieure à 700 €. C'est rare ça. Non. C'est systématiquement. C'est rare à Paris. Ouais, À Paris, ça n'existe pas. Ouais. Bah ça existe à condition de faire un apport conséquent. Ah oui, Mais sinon ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Mais en province, on arrive à faire ça tous les jours. Allons. Non, pas à l'entrée. C'est le loyer hors charge. On fait du karaoké tous les week-ends. Donc du coup, la mensualité représente environ 60%. Ensuite, on a la taxe foncière. Bien évidemment, tout ça, c'est des moyennes. Hein. Ça varie en fonction d'une opportunité à l'autre. La taxe foncière, comme je l'ai dit, elle varie également, mais en moyenne, on est autour de 13%. Gestion locative, garantie loyer impayé, parce que nous, on la prend systématiquement et on délègue systématiquement la gestion également. L'assurance propriétaire non occupant et l'impôt, la contribution au revenu locatif représentent également environ 13%. Si vous achetez en propre, en LMNP, etc., vous n'avez pas de CRL. En LMNP, c'est remplacé par autre chose. Ensuite, on provisionne également l'entretien. L'entretien, c'est quoi? Nous, comme on est spécialisé sur les immeubles, il va y avoir la femme de ménage qui va venir nettoyer. L'homme de ménage. L'homme de ménage qui va venir nettoyer les parties communes. Et autre entretien sur l'immeuble. Ça également, ça représente environ 4-5% des loyers. Ce qui reste, donc une fois qu'on a tout payé, la banque, les différentes charges, il reste à payer la personne la plus importante dans cet investissement, c'est vous. Et ça, c'est le cash flow. En moyenne, on est autour de 10%. Donc ça, c'est, nous, le chiffre qu'on a pour nos investissements, c'est que le cash flow représente environ 10% de loyer hors charge. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On a une question à gauche. Oui, c'est intéressant à partir du moment où on a une certaine assise à certains patrimoines, parce que est-ce que c'est pas intéressant au départ de dégager un plus gros cash flow pour étendre sa surface financière et emprunter plus vite? Alors, je vais essayer de résumer la question. Il dit, alors ce modèle-là, c'est intéressant quand on a déjà une certaine assise. Est-ce que c'est pas mieux de faire mieux avant? Non, pas mieux, mais dégager du cash flow pour gagner en... Donc dégager plus de cash flow avant pour effectivement gagner en surface financière. Alors, Vas-y, je t'en prie. alors, en fait, effectivement, ça c'est un modèle qui est automatisé à 100%. Donc, effectivement, si tu démarres, si tu achètes un appartement ou 2 appartements, tu peux les gérer toi-même, tu peux ne pas prendre de garantie, loyer impayé, etc. Et en fait, tout ce que tu vas enlever en dessous, c'est tout ce que tu vas gagner au-dessous. Donc, plus tu économises sur ça, bon, la fonction a pas le choix, mais sur ça, plus tu t'enrichis. Donc effectivement, ça peut être pour un débutant un modèle plus pertinent de dire je vais acheter peut-être un petit appartement ou un petit immeuble et m'occuper de tout pour avoir plus de cash flow et derrière aller plus vite. Mais ce qui peut être aussi pertinent, et c'est moi ce que j'ai fait, c'est de faire un premier achat, revente, pour avoir un peu d'épargne rapidement. Mais c'est pareil, c'est très risqué et il faut le faire en étant conscient des risques. Du coup, les cash flows, je le répète, 10% des loyers. Donc, si on part de votre objectif, et ça on arrive à la méthodologie
on doit avoir pour définir un plan d'action d'investissement. La stratégie. Exactement. Du coup, si vous partez sur un objectif, alors je prends un exemple quelconque. Hein. L'idée, c'est au bout de, je sais pas moi, 5 ans, d'avoir 1000 € de cash flow. C'est votre objectif. 1000 € de cash flow, ça représente quoi? Il y a des grimaces. Ouh. Allez, on va dire 2 ans. Ah. On veut avoir 1000 € de cash flow. On a dit que le cash flow représente 10% des loyers. Donc ça veut dire que pour avoir 1000 € de cash flow mensuel, il faut avoir 10 000 € de loyer. Donc à l'année, 120 000 €. 120 000 €, pour simplifier le calcul, je vais partir sur un investissement à 10%. Ça nous fait un patrimoine d'1 200 000 €. On a des matheux dans la salle. Si on a dit en 2 ans, donc ça nous fait 600 000 € d'acquisition par an. Si quelqu'un qui vient de me dire ça, et qui me dit, mais oui, mais moi, aujourd'hui, je touche, je sais pas moi, 2000 € de salaire, et je peux emprunter auprès de la banque 250 000. Qu'est-ce que vous pensez de son objectif? Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il est corrélé? Il peut emprunter 250 000 €. Donc ça veut dire que dans l'année, il faut qu'il trouve 3 opérations rentables, qu'il les trouve, qu'il les réalise et qu'il les finisse. On n'est pas sûr. Donc il faut toujours, et ça c'est important, et c'est pour ça qu'on a voulu aborder là, ça, c'est de mettre en corrélation vos objectifs avec la réalité. La réalité, c'est celle-ci. Derrière, il faut vraiment le mettre en corrélation et voir du coup quels sont vos objectifs atteignables. Ouais, mais si je fais du Airbnb. Ça change la donne. Ça marche pas le Airbnb. Voilà. Ah ouais, Airbnb à Lens, c'est 0. Oui. Il y a la taxe foncière, mais il n'y a pas les impôts sur l'impact sur le revenu. Moi, en fait, ma mensualité représente que 50% du loyer. Et pourtant, après, un peu sur le revenu, vous avez... Parce que t'as pas écouté au début. Alors, la question c'était, moi j'ai un meilleur scoring bancaire, j'ai 50% là, mais après impôt, j'ai plus de cash flow. Parce que t'as acheté en propre, et donc t'as une fiscalité qui est très lourde. En fait, t'as fait du LMNP? D'accord. Et même malgré l'amortissement, t'as quand même un impôt qui est fort? T'amortis au réel ou t'es... Et est-ce que tu peux pas, il n'y a pas une clause de modularité que tu pourrais activer? Arrêter le crédit pendant 2 ans? Il y a des leviers en fait, même une fois que c'est fait, pour optimiser un peu ça. Les autres leviers qu'on a pour augmenter le cash flow, alors ça c'est dans le temps. Parce que le temps c'est de l'argent. Le premier c'est le cash flow cumulé. Qu'est-ce que c'est que le cash flow cumulé? Si on a un objectif sur 2 ans, ça veut dire que les premiers mois, les 24 premiers mois, l'idée c'est de ne pas utiliser ce cash flow là, de le garder, de le conserver, pour pouvoir au bout des 2 ans, potentiellement, alors soit rembourser en anticipé si on a suffisamment de cash flow, soit le réinjecter sur un autre bien qui va permettre de doper le cash flow au bout des 24 mois. Est-ce que c'est clair ou est-ce que j'ai perdu du monde là? Qui est perdu? Moi. Le cash flow cumulé, c'est le cash flow qui est généré, on ne l'utilise pas. L'idée c'est ça. Si on a un objectif à terme, l'idée c'est de laisser pendant ce terme-là, ce cash flow, le conserver pour pouvoir l'utiliser à terme, pour pouvoir soit racheter de la dette, et donc si on rachète de la dette, ben on vient diminuer cette mensualité. Si on diminue cette mensualité, on vient augmenter le cash flow, soit de le réinjecter sur un autre projet qui va être de l'apport, et pareil, si on met de l'apport sur un projet, on diminue la dette, donc la mensualité, et on augmente le cash flow. En général, quand on fait ce petit dessin, moi ici, bon je vais pas le faire, mais je dessine un petit robinet. Pourquoi? Parce que le cash flow, c'est ce qu'il y a au-dessus. Donc si ici, on ouvre le robinet, bah, ce qui va augmenter forcément, c'est le cash flow. Et le robinet, sur quoi on peut l'actionner? Bah, c'est soit cette ligne-là, soit cette ligne-là, soit évidemment, et c'est là où il y a le plus d'incidence, cette ligne-là. Donc plus on diminue les mensualités, plus on augmente le cash flow. Plus on diminue les charges, plus on augmente le cash flow. C'est mécanique. C'est clair ça ou pas le robinet? Vous avez parlé de la dette ou pas après avec les banques, la relation avec les banques, machin?
Pas nécessairement. J'ai une question, c'est est-ce qu'on peut emprunter sur du cash flow? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut relever de la dette sur du cash flow? Si vous avez 1000 € par an. Ouais. Ouais, il fait des blagues à chaque fois. Si vous avez 1000 € par mois de cash flow, est-ce qu'on peut relever, je sais pas, avec 23 ou 400 € par mois ou pas? Les banques, elles suivent ça? Dépend des banques. Alors, effectivement, ça dépend des banques et ça dépend de la récurrence de tes cash flows et depuis combien de temps tu es capable de les justifier. Mais effectivement, quand tu as 2-3 bilans qui sont très positifs avec du cash flow, effectivement, c'est considéré comme un revenu, donc tu peux lever avec, bien sûr. Mais ce qui te permet également de lever, c'est, encore une fois, la capitalisation. Parce que la capitalisation, c'est une garantie pour la banque. C'est du collatéral. Voilà, c'est de l'actif amorti. Deuxième levier, le différé. Le différé cumulé. Alors le différé cumulé, c'est quoi? Lorsqu'on va avoir la banque, on négocie du coup son prêt, et on peut négocier une partie de préfinancement et de différé. C'est quoi? En gros, pour simplifier, c'est une durée pendant laquelle on est propriétaire du bien qui génère des cash flows, qui génère des loyers, sans avoir à rembourser la banque. Donc, on comprend aisément que pendant cette période de différé, ces 60%-là, eh ben, on les garde dans notre poche. Et donc, on n'a plus 10% de cash flow, mais on a 70% de cash flow. Et si ce différé, on le monte à 24 mois, voire plus, 36 mois, ben, ça nous fait de la trésorerie au sein de la structure pour permettre d'augmenter notre capacité après ou de racheter encore une fois les mêmes actions qu'avec le cash flow. Mais là, sur des montants qui sont quand même beaucoup plus élevés. Là, on parle de 70% des loyers par mois. C'est-à-dire qu'on va générer énormément de trésorerie à très court terme. Et ça, c'est toujours très intéressant. Le problème de tous les entrepreneurs, peu importe le domaine, c'est la trésorerie. Donc, protégez votre trésorerie, augmentez-la, faites-la fructifier, vous allez réussir plus vite. Et dans ce cas-là, vous remboursez quand même les intérêts d'emprunt ou rien du tout? En fait, il y a différents modèles. Tout le monde a entendu la question. Il y a différents modèles et il y a en réalité différents différés. Il y en a un qui s'appelle le préfinancement. Préfinancement, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Préfinancement, ça peut aller jusqu'à 36 mois et on ne paye rien, c'est-à-dire ni capital ni intérêt. Donc en gros, si on prend un crédit sur 20 ans avec 3 ans, donc 36 mois de préfinancement, en réalité, le crédit, on va le finir de le rembourser dans 23 ans. Mais on paiera pendant 20 ans. Donc ça fait 3 ans de trésorerie un peu gratuite. Après, il y a les différés, donc totaux ou partiels. Partiels, c'est-à-dire qu'on rembourse uniquement la part d'intérêt. Et totaux, on rembourse rien. Et une autre question, c'est comment est-ce qu'on négocie ça? C'est une négociation avec la banque. L'idée, c'est de le demander. Déjà, si on ne le sait pas, on ne le demande pas, on ne peut pas l'avoir. Si on le sait, après, ça fait partie d'une négociation. Avant, on disait faut coucher, mais on a arrêté de le dire. C'est la partie aussi, c'est un peu payer des intérêts intercalaires, Non, on peut ne rien payer. C'est le différé partiel où effectivement tu rembourses les intérêts, mais l'indifféré total, tu peux ne rien avoir à rembourser. C'est pas vraiment des intérêts en fait, moi je vois ça comme des pénalités. Mais c'est ça, en fait, quand tu fais un différé total, en fait ton taux, il sera un peu plus fort. Mais c'est pas grave parce que tu as gagné tellement d'argent avant que l'incidence financière, elle est minime. Mais toi, ce que tu parles, c'est quand tu fais un différé partiel, où effectivement, pendant 12, 24, 36 mois, tu vas payer juste les intérêts. Et ça, c'est ce qu'on appelle les intérêts intercalaires. Mais c'est toujours mieux que de payer 100% de la mensualité. Oui, c'est vrai. En fait, en attendant, je ne rembourse rien. Ni les intérêts, ni le capital. En fait. Exactement. Okay. C'est de la perte. D'accord. Et du coup, ça coûte plus cher. Le crédit coûte plus cher. Par expérience, ça sera relatif de combien de points ça sera plus cher en termes de taux d'intérêt si jamais. C'est minime. Il demande c'est quoi l'incrément de taux. Ça dépend des banques, mais entre 0,15 et 0,3. Donc en vrai, c'est. En plus du taux. Ouais, en plus du taux. Donc si tu as un 60, tu seras à un 75 ou un 90. Mais voilà, en réalité, les intérêts, en vrai, comme ils sont déductibles des impôts, tu peux déjà déduire soit 15, soit 30%. Donc c'est pas une charge qui est pleine pour toi. Vous pouvez revenir sur la définition du préfinancement? On m'a demandé la définition de préfinancement. Préfinancement, en fait, c'est une période. En réalité, le préfinancement, à la base, c'est pour les projets neufs.
Quand tu es par exemple en VFA, tu achètes sur plan, l'immeuble n'est pas construit, tu ne vas pas commencer à le payer. Ou tu vas payer une petite partie, donc la banque elle débloque un petit peu, etc. etc. Ça sert à ça le préfinancement. Sauf que si tu as de bonnes relations avec la banque, tu peux l'utiliser dans l'ancien. Donc le bien il est déjà là et tu ne payes pas. Et la différence avec le différé total alors entre le préfinancement? C'est la même chose, sauf que préfi on peut aller jusqu'à 36 mois Ouais. et différé total 24. Ok. Il y a pas d'histoire de travaux sur le bilan. Non, pas forcément. Il n'y a pas obligation. Mais en général, il faut prétexter quand même des travaux. On va avancer parce qu'on est pris par le temps. On répondra aux questions peut-être après. Je vais juste terminer sur le troisième levier pour augmenter le cash flow, c'est la capitalisation. Comme on l'a dit, la capitalisation, chaque mois on s'enrichit du capital qu'on a remboursé auprès de la banque. Et au bout d'un certain nombre d'années, on peut utiliser ce capital-là. Si on revend le bien, c'est du capital qui nous revient. Et encore une fois, c'est une somme d'argent qu'on peut utiliser pour soit rembourser en anticipé un autre prêt qu'on a, soit pour apporter en capital sur un nouvel investissement. En fait, ce qui est très important de voir dans l'investissement immobilier, c'est que ce n'est pas une image qui est figée, c'est un système qui se déplace. Et donc il faut vraiment l'optimiser et le piloter au quotidien pour être le plus performant possible. Il y a une question dans le fond ? Non. Le prêt infini, c'est encore autre chose. Là, on est vraiment sur le prêt amortissable classique. Il y a des questions on peut en faire. Ouais, pour du patrimonial, ça peut. Quand vous parlez de levier qualification, c'est de l'achat-revente, c'est ça? Pas nécessairement, c'est-à-dire que tu peux exploiter ton bien pendant 8, 9, 10 ans. À partir du moment où tu vas commencer à arbitrer, tu vas revendre ce bien-là. Et du coup, tout le capital que tu as gagné entre-temps, c'est une somme d'argent qui va te revenir et que tu vas pouvoir réutiliser au mieux derrière pour augmenter ton cash flow. C'est-à-dire qu'en gros, au bout de 10 ans, grosso modo, tu as capitalisé au minimum un tiers du prix. Donc si tu as acheté l'immeuble 1 million d'euros, tu as 300 000 euros d'enrichissement dans ta poche. Si tu vends l'immeuble, c'est 300 000 euros là que tu peux réinvestir ou utiliser en salaire. Ouais, t'as quand même la taxe sur la PE. Ça dépend comment tu te débrouilles. Tu sais comment on s'appelle, hein, les secrets. Pas vraiment dans un appart, il y a les charges de copro qu'on n'a pas vu là, il y a d'autres charges. Pareil, les charges de copro, ça dépend qui est le syndic, il y en a qui se font arnaquer, il y en a d'autres sur qui ça va plutôt bien. Non mais gros, on va dire que grosse maille dans les chiffres, ça va être ça. Là ici, ça va varier sur cette ligne-là, mais voilà. Dans l'ensemble, on peut imaginer que ça peut apparaître. Après, encore une fois, ça dépend du modèle d'exploitation. C'est du nu, du meublé, de la coloc, du... Pour parler un peu de nous, parce qu'on est bien bon, on parle de cash flow, de capi, de rentable, vous ne savez pas qui on est. Du coup, je le répète, Benjamin et moi-même Soyez, donc on s'est rencontrés il y a très longtemps, et on a commencé à investir il y a maintenant plus de 10 ans. Et on a 10 ans, en 2008. 2008, c'est ça. Donc on a investi ensemble. Très bonne année 2008, surtout pour investir. Voilà. C'était la crise, on le rappelle. Les prix ont chuté, etc. Et la création de meilleurs agents, évidemment. Exactement. Ça coïncide. Et du coup, on travaillait et en même temps on investissait. Et maintenant, on vit de nos investissements depuis quelques années. Et on a décidé de faire profiter de notre réseau d'agents qu'on s'est constitué un peu partout en France, qui nous apportait du coup beaucoup plus d'opportunités qu'on ne pouvait nous en acheter à ce moment-là. Et du coup, on en fait profiter nos clients. Donc aujourd'hui, les secrets démo existent depuis plus de 2 ans et on accompagne nos clients sur des projets clés en main. C'est-à-dire qu'on définit, on part du besoin de l'investisseur, de son objectif, qu'on corrèle avec la réalité, et derrière, on établit un plan d'action et on s'occupe de l'intégralité du processus d'acquisition et des différents investissements qu'il a pour arriver à son objectif final. Calmez-vous, on n'a rien à vendre, hein. On travaille que en flux tendu, donc voilà, pas la peine de nous demander, c'est pas ça. Nous, on ne fonctionne jamais en stock, on n'est pas des agents immobiliers où on a du stock à vendre. On part du client et en fonction de ses objectifs, comme on travaille sur uniquement des très bonnes opportunités, elles sont rares, et comme elles sont rares, on n'a pas de stock. Une bonne opportunité, il faut savoir que lorsqu'elle nous arrive, on a 48 à 72 heures pour se positionner.
Certains dans la salle pourront vous le témoigner. Donc on a très peu de temps, donc pas de stock. On ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'on filtre pas mal nos clients, parce qu'au final, nous, vraiment, notre facteur limitant, c'est les biens. C'est ça qui limite notre activité. Les clients qui veulent faire des bonnes affaires, ça, il y en a pas mal. Ça polémique. Du coup, pour un peu en chiffres, notre historique, on est à plus de 25 millions d'euros d'acquisition d'immeubles. C'était, et c'est toujours un autre créneau, les immeubles en monopropriété, ça a pas mal de valeur, d'avantages par rapport à des appartements ou autres types de supports qu'on peut détailler. Un immeuble, déjà, on l'achète en masse, on achète l'intégralité de l'immeuble, donc on peut négocier beaucoup plus aisément. On arrive à avoir 9% à Whitney, hein. On l'a vu tout à l'heure. Brut. On dilue notre risque également, on a plusieurs appartements, donc le taux de vacances est dilué. On est responsable de l'ensemble de l'immeuble, donc on a également une maîtrise sur tous les travaux qu'on va mettre dans l'immeuble également. Donc voilà, c'est tous ces avantages-là qui nous ont poussés, qui nous ont poussé à investir sur les immeubles, qui est pour nous le meilleur support, mais qui, bien évidemment, a certaines contraintes, notamment en termes de tickets d'entrée. Encore une fois, vous pouvez dire oui, mais moi, dans une copro, justement, ils s'occupent de tout, donc je préfère avoir un petit appartement et j'ai rien à faire. C'est vrai, c'est un parti pris, sauf que quand on veut faire de l'investissement un métier, il faut être capable de tout maîtriser. Et pour maîtriser, il faut être tout seul dans le bateau. Ça représente combien d'actifs là, 25 000? Plus de 40. Ah oui, pardon. Et la seule info qu'on n'a pas citée, c'est effectivement sur les immeubles, il y a souvent des travaux à effectuer. Donc on a plus de 8 millions d'euros de travaux qui ont été effectués. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit rectangle et rose. On a créé depuis la fin de l'année dernière donc notre société de travaux, les compagnons des investisseurs, qui réalisent les travaux de nos investissements et de ceux de nos clients. Donc c'est des travaux pour investisseurs. Donc nous, on ne fait pas les travaux pour résidence principale ou autre, c'est vraiment pour les supports d'investissement, parce qu'on ne réalise pas les travaux de la même façon sur de l'ARP que sur un investissement. Donc on utilise notre expertise en investissement et notre expertise en travaux pour pouvoir réaliser des projets finis et optimaux. On travaille avec plusieurs architectes, effectivement. Voilà. Vous allez jusqu'à déposer des permis, tout ça? Ah, bien, on dépose régulièrement, on dépose une dizaine de permis par an. Est-ce que vous gérez la partie fiscalité aussi? Évidemment. Voilà, c'est obligatoire. C'est sur la slide d'après. Du coup, notre démarche, je vais essayer d'être rapide parce qu'on est quasiment à l'heure. Notre démarche, déjà, c'est d'investir dans l'ancien. Donc le neuf, c'est à proscrire. Nous, en tout cas, on n'y va pas. Et on peut passer 3 heures à vous expliquer pourquoi il ne faut pas y aller. Donc s'il y a des vendeurs de pinel dans la salle... Ils se fassent connaître. On investit dans les immeubles de rapport uniquement, comme je l'ai expliqué, c'est notre créneau. Et on a une nouveauté 2018. Je vais laisser Benjamin raconter cette nouveauté. La nouveauté, c'est qu'on se lance aussi sur les colocations. En fait, on a repéré qu'il y avait un créneau, il y avait un marché qui était assez peu fréquenté, c'est les grandes surfaces. Parce que en fait, ça répond un peu aux mêmes caractéristiques que les immeubles. Et donc, les grandes surfaces, c'est jamais rentable, sauf en faisant de la coloc à l'intérieur. Alors, la coloc, ça peut faire peur à beaucoup de monde, sauf qu'en réalité, une coloc qui est bien faite, c'est un excellent investissement. Et pour nous, une coloc bien faite, c'est une coloc haut de gamme comme nos immeubles et qui est destinée à une clientèle de professionnels et pas d'étudiants. Et aujourd'hui, depuis 2017, il y a plus de colocations de salariés que de colocations d'étudiants. Donc c'est un marché en France, ouais. Donc c'est un marché qui se développe énormément et c'est bien d'être dans les débuts pour pouvoir faire sa place. Et donc dans nos immeubles, même à travers nos immeubles maintenant, on intègre à l'intérieur des colocations. Vous achetez pas des locaux pro du coup, parce que acheter un 300 mètres carrés, premier étage dans un immeuble à Paris... Toi t'as quelque chose à vendre. Non. Je rencontre des investisseurs qui commencent à réfléchir à ça de plus en plus. Alors ça c'est un autre axe de développement, on n'a pas prévu d'en parler. Des grands locaux pro qui sont invendables, qui sont un peu... et qui sont
sont décotés parce que le premier étage est compliqué, etc. Pardon. Et du coup, ils font ça. Ils transforment avec 5-6 chambres, 5-6 salles de bain, et ils font la colo. Alors effectivement, on est en train d'étudier un petit peu aussi ce modèle, mais qui est donc un peu à plus grande échelle, et c'est le co-living. Donc c'est en fait d'intégrer, c'est d'avoir un espace autarcique, c'est-à-dire qu'on peut y vivre, y travailler, y manger, et voilà. Donc, on est en train de travailler aussi sur ce modèle-là. Effectivement, 300 mètres carrés à Paris, c'est un peu... J'ai rien à voir. C'est vraiment gratuit. Ok. Notre stratégie, très rapidement, je l'ai dit, donc les immeubles de rapport et les grandes surfaces. Nous, on investit, et c'est là où il y aura quelques déçus, notamment ceux qui viennent de Laon, dans les agglomérations en France de plus de 50 000 habitants. Alors, c'est discriminant, je suis désolé. Mais, féministe. Mais pour le coup, c'est un peu la limite qu'on se donne et où on a remarqué qu'effectivement, en dessous, le risque de vacances devient trop important par rapport à la rémunération. Donc les villes de plus de 50 000 habitants, il n'y en a pas énormément en France. Est-ce qu'il y en a qui a une idée du nombre? Vingtaine. Un peu plus. Combien? Plus. 40. Plus. 200. Non, moins. 10 000. Il y en a exactement 70. Donc c'est peu. Mais voilà, c'est là-dedans qu'on a choisi de travailler. Et en plus, dans ces 70 villes-là, un autre critère qu'on se donne, nous, c'est un rayon de 2 heures autour de Paris. Ouais, mais là t'es chiant. Donc on divise quasiment par 2 le nombre de villes sur lesquelles on travaille. Ah, donc, ça fait... Alors c'est 2 heures, tout sauf avion. Et du coup, donc ça, à 2 heures autour de Paris, tout moyen de transport hors avion, ça fait 32 villes. Mais évidemment, dans ces 32 villes, elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Donc on travaille grosso modo dans une dizaine. Vous allez au Mans ou pas? On va au Mans, bien sûr. Oui, j'ai un immeuble. Excellent. Ah ouais, où ça? Au Mans. Mais quelle ville? Quelle rue? Le Mans. L'artère qui part du TGV et qui monte, il y a le train. C'est pas un petit hôtel particulier? Non. Sur la gauche? Tu sauras rien. Je te dirai rien. Off. Exactement, avec plaisir. Oui. 100 millions. Encore une fois, ça dépend. Disons que le ticket d'entrée pour un immeuble, ça va être, parce que nous on fonctionne en budget total d'acquisition, donc ça va être avec les travaux, nos frais, les frais notaires, etc. On est autour de 400-500 000 euros. Et sur les grandes surfaces, c'est les tickets qui sont plus petits, on démarre autour de 250-300. Ça, une fois de plus, c'est des projets finis. Fini, il n'y a pas 1 euro à faire. Voilà, exactement. Et comment vous faites? Est-ce que vous continuez d'investir vous deux? Oui, bien sûr. Et comment vous fléchez les trucs en fait? Quand vous proposez un actif, vous regardez d'abord son gros ou c'est quoi le... Ça dépend déjà de la nature de l'actif, ça dépend de son montant, ça dépend de son niveau de risque. En fait, nos clients, c'est une question qui revient même de la part de nos clients, c'est quand vous avez un Je vais juste poser la question parce que peut-être qu'il a dit comment vous sélectionnez, qu'est-ce que vous achetez pour vous et qu'est-ce que vous laissez à vos clients. C'est pas vraiment ce que j'ai dit. J'ai traduit. C'est également une question de la part de nos clients. Nos clients déjà, ils viennent avec un budget, c'est-à-dire qu'on a déterminé avec eux quel est le budget sur lequel ils peuvent monter, un niveau de risque associé, donc on a sélectionné avec eux les villes dans lesquelles ils peuvent investir. Donc lorsqu'un actif vient, déjà, il ne correspond pas à tous nos clients. Et il ne correspond pas également à nous, parce que nous également, maintenant on cherche des investissements qui sont différents et qui sont différents dans le temps également, et qui sont généralement plus élevés que ce que nos clients peuvent mettre. Et en plus aujourd'hui ce qu'on fait nous, c'est que surtout on expérimente des nouveaux trucs, des colloques, des co-living, etc. Nous notre modèle c'est d'essuyer un peu les plâtres et ensuite quand on a vérifié le modèle et qu'on est certain que ça fonctionne, on peut le proposer. Les localisations en centre-ville dans les meilleurs quartiers uniquement, ça donc c'est à chaque ville dans laquelle on travaille. Nos relais locaux ont un cahier des charges très précis à la rue près. C'est-à-dire qu'on n'investit pas n'importe où dans cette ville, c'est à la rue près, on a quadrillé les secteurs dans lesquels on recherche. Ça nous permet d'avoir des biens de qualité, de sélectionner des locataires de qualité également, et d'avoir un bien qui s'améliore dans le temps.
Une optimisation en fonction de la demande locative, on ne loue pas de la même façon un T2 au Mans ou à Lille, ou encore moins à Saint-Étienne. Donc on s'adapte à la clientèle locale. Et ça c'est très important parce qu'on s'adapte en termes de prix, en termes de prestations, et tout ça c'est très important. Si on n'a pas cette connaissance locale, on va avoir du mal et on va être en décorrélation totale avec le marché et on va avoir du mal à obtenir le cash flow et la rentabilité qu'on avait prévu initialement. Anecdote toute fraîche, pas plus tard que tout à l'heure à Lens, pardon, il va me perturber, à Lens, le notaire nous disait il y a pas mal d'investisseurs qui ont racheté des immeubles et qui ont fait plein de petits studios. Sauf que personne ne veut vivre dans un studio à Lens. Donc ils sont vides. Donc sur le papier il avait 14% de renta, en réalité il avait 0. Voilà. Donc il faut vraiment adapter l'offre à la demande. On ne loue pas la même chose à Paris qu'à Guingamp. Donc prestation haut de gamme, je l'ai dit, et sélection des locataires premium également. On revient à la question de madame tout à l'heure sur notre accompagnement. Il n'y a plus que 40 slides, donc on est bon dans le papier. Et ce qu'on fait dans notre accompagnement client avec nos clients. On part du client, de ses objectifs, on définit un cahier des charges, un plan d'action d'investissement. Derrière, on part à la recherche d'opportunités, on négocie les biens, on finance l'opération, on s'occupe du montage juridique et fiscal, on gère les travaux, on met en location et on automatise le bien. Donc l'idée c'est que si notre client veut rien faire, il peut. Il y a des fans dehors. Oui. Qu'est-ce que ça représente en pourcentage en termes de coût et quelle est la liquidité que vous demandez, une crédibilité pour l'investisseur qui... Donc il a dit en gros combien ça coûte et combien il faut d'apport. En gros. Alors notre commission à nous c'est 10%. TTC évidemment. Et l'apport c'est en fonction des profils et des projets. Mais ça va de 0 à 10% de quoi en fait 10% du prix d'achat plus travaux. Voilà. Plus montant de travaux. Ouais. Et une autre question tout à l'heure, quelle est la renta que vous avancez en C'est encore dans la slide d'après. Ça arrive. Là on a mis à feu nous. Et quand un agent vous apporte un dossier, vous rémunérez côté acheteur, ça vaut les 10%, et l'agent prend sa com côté vendeur. C'est comme ça que vous fonctionnez. En fait, vous êtes à apport d'affaires pour un agent. Bah, c'est plus lui notre apporteur d'affaires en fait. C'est-à-dire que lui il a notre cahier des charges, et s'il a un bien qui répond, il va nous le présenter, et nous on va se positionner ou pas. Et nous on se rémunère que avec nos clients. Côté acheteur. Uniquement. Et ça pour l'ensemble des... Il n'y a pas une com qui s'ajoute de négociation, c'est dans votre 10%. Exactement. Il y a l'intérêt, sinon il ne vend pas. Toujours. Là, à titre d'exemple, on était chez le notaire à Lens, on a signé un immeuble à 645 000 €, il y avait 13 000 € de frais d'agence. Et c'était leur pire. Voilà. Non mais c'était pas à Lens, c'est pas le notaire qui était à Lens. Lens c'est 25 000 habitants, donc ça rentre pas dans nos... Du coup, un projet sur mesure adapté à chaque profil, une excellente opportunité financière et foncière, une offre complète avec une gestion déléguée à 100%. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui, pour augmenter le cash flow, vont garder la gestion de leurs biens. Nous, on a commencé comme ça, et on s'est vite rendu compte que c'était une usine à gaz. Une usine à gaz, très chronophage, peu de valeur ajoutée. Pour ce que ça coûte, nous aujourd'hui, la gestion locative, on arrive à négocier ça autour de 4% hors taxe. Donc pour ce que ça coûte... Ah ouais, bien sûr. Mais c'est parce qu'on a du volume. Ah, vous avez un seul gestionnaire? Non, on a des gestionnaires par ville, mais on a évidemment des accords cadres dans toutes les villes dans lesquelles on travaille. C'est aussi pour ça qu'on limite aussi notre périmètre. Oui. À partir de combien de lots vous avez commencé à sous-traiter En termes de lots, c'était au bout du 3e immeuble.